et j'analyse ce dossier avec Yves Boisvert, qui est chroniqueur judiciaire à la presse. Bonsoir Yves. Bonsoir. Le juge Brown faisait donc l'objet d'un examen du Conseil canadien de la magistrature. Son avocat affirme que toutes les preuves soutiennent sa défense, dont des enregistrements vidéo qu'on a pu voir d'ailleurs à la télé. Mais le juge Brown a choisi de démissionner et dit que le bien commun est mieux servi par sa retraite. Comment vous expliquez sa décision? Il y a deux façons de le voir. D'abord, on ne la connaît pas, la preuve, puisque le rapport d'examen du Conseil ou de comité du Conseil n'est pas publié. Maintenant, le dossier est fermé et le Conseil de la magistrature considère que légalement, tout ça n'a pas à être rendu public. Alors, là, ici, vous avez son avocat qui contredit finalement la version des faits du plaignant, qui est un ex-marine américain avec qui il y a eu une altercation. En fait, c'est cette personne-là qui a frappé le juge Brown 2 fois de la propre admission de ce type, M. Crump. Maintenant, la question est de savoir, c'est pas un procès criminel, hein. Il y a personne qui a été accusé en Arizona pour ces gestes-là, ni Crump, ni le juge Brown. Alors, la question est de savoir, est-ce que, au plan éthique, même si il n'y avait rien qui était d'ordre criminel ou même de responsabilité civile qui aurait pu être retenu contre le juge, est-ce qu'au plan éthique, ce comportement, s'il avait été étalé en détail devant le Conseil de la magistrature, aurait donné lieu à un blâme ou même une recommandation de destitution? C'est ça la question. Et là, on est dans un ordre de responsabilité différent. Et on est aussi avec un juge de la Cour suprême, donc quelqu'un de qui on attend des standards les plus élevés en matière de comportement. Donc, est-ce que le juge Brown voulait éviter cet embarras? Peut-être. C'est effectivement difficile pour lui, sa famille. Depuis le 1er février, il est mis en congé forcé. Ouais. Ou est-ce que vraiment c'est simplement parce que ça allait être trop long avant d'être blanchi comme il pense qu'il l'aurait été? En ce moment, on ne peut pas le juger complètement parce qu'on n'a pas le dossier. Oui. L'affaire du juge Brown est donc maintenant classée. On saura finalement probablement pas ce qui s'est passé, vous le dites. Le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a été vraiment bombardé de questions à ce sujet lors de son bilan annuel ce matin devant les journalistes. Il s'est fait demander, entre autres, s'il y avait un manque de transparence et si ça peut être dommageable pour la Cour suprême. Quel est votre avis là-dessus? Ben, mon avis est que, justement, le juge Wagner, probablement, historiquement, est celui qui a poussé le plus le concept de transparence pour la Cour suprême, pour le Conseil de la magistrature, parce qu'en tant que juge en chef de la Cour suprême, il est aussi juge en chef du Canada et président du Conseil de la magistrature. Alors, donc, on peut lui reconnaître d'avoir plaidé ça, sauf que dans ce cas-ci, effectivement, comme le rapport d'examen qui établit les faits sur lesquels se sont basés les juges pour recommander une enquête publique, il n'est pas public, il y a un manque de transparence. Et il y a ce projet de loi qui va simplifier la procédure quand un juge est accusé d'un manquement disciplinaire et qui est présentement devant le Sénat, qui va rendre ça plus simple et, espérons-le, plus transparent. Donc, pour l'instant, il semble un peu coincé entre ces principes de transparence et l'état actuel de la loi. Oui, parce que vous parlez du projet de loi C9. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour améliorer ce système des plaintes sur la conduite des juges, justement? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Je pense que C9 vient répondre à plusieurs problèmes, c'est-à-dire toute une série de processus de tamisage des plaintes. Ça va être un processus beaucoup plus rapide qui va mener plus vite à une conclusion ou à des dossiers. Ensuite, il va y avoir des limites à ce que les juges vont pouvoir faire en tant que défense, parce qu'il y a eu des cas franchement gênants. Je pense à l'affaire Giroir au Québec, où le dossier a traîné. Il y a eu un abus de procédure de l'avis même du juge en chef. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs cette demande de changer la loi. Donc, rendre ça plus simple, plus court, plus contraignant
et plus ouvert pour que le public puisse voir un peu comment les plaintes sont traitées. Ouais. Cela dit, le juge en chef soutient que la démission du juge Brown, ça n'aura pas d'impact sur les travaux de la Cour suprême. Le juge Wagner dit que la Cour peut siéger à 5 ou encore à 7 juges. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, historiquement, la Cour a souvent siégé à 5, à 7 et pas toujours à 9, effectivement. Maintenant, s'il y a 9 juges, c'est parce que c'est important que plusieurs voix soient présentes et que toutes les régions du pays soient représentées aussi au sein de la Cour. Donc là, vous avez une juge de Colombie-Britannique qui va siéger, mais l'Ouest, le reste de l'Ouest ou les prairies, pour lesquels un siège est réservé à la Cour, n'auront pas de représentants à la Cour. Donc, c'est une voix de moins. Et évidemment, c'est un problème. Et aussi, il y a une somme de travail importante à la Cour. Et donc, à 8, c'est plus difficile qu'à 9, c'est évident. Donc, ça ne fait pas l'affaire du juge en chef, même si la Cour va fonctionner, bien sûr. Elle pourrait fonctionner même à 7. Parce qu'à 8, on ne peut pas siéger à 8 parce qu'il peut y avoir une égalité des voix dans un jugement et ça pourrait finir 4 contre 4. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas d'issue vraiment. Ouais. Donc, ils doivent siéger avec un nombre impair de juges. La question maintenant, c'est combien de temps va prendre le premier ministre pour nommer un remplaçant? Parce qu'on sait que les libéraux sont particulièrement lents à nommer des juges dans les cours de première instance. C'est un problème tellement sérieux que le juge en chef a pris la peine d'écrire au premier ministre, qui est un geste très inhabituel, en tant que juge en chef du Canada, en disant, écoutez, là, vous tardez tellement à combler les postes de juge que le système, en ce moment, est à risque. Vous mettez à risque des procès criminels. C'est très sérieux. Et on ne sait pas pourquoi les libéraux sont traînent les pieds autant pour simplement combler des postes. Oui, parce que dans la foulée de la démission du juge Brown, Richard Wagner a demandé au premier ministre Trudeau de nommer un nouveau juge ou une nouvelle juge dans les plus brefs délais. Est-ce que vous vous attendez justement à ce qu'un nouveau juge soit nommé rapidement à la Cour suprême du Canada? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça, à la lumière de l'expérience passée? Non, la réponse courte, c'est non. Parce que, en plus, quand il s'agit de nommer un juge à la Cour suprême, il y a maintenant un comité de consultation qui est nommé. Ce comité est à la recherche d'un juge bilingue. C'est maintenant un standard qui est reconnu. Ensuite, cette personne-là doit être sélectionnée. Il va y avoir une liste de candidats qui vont être retenus, soumises au ministre de la Justice, au premier ministre. Et ensuite, il y aura une nomination. Après cette nomination-là, il y aura une confirmation par le Parlement. Pensez seulement au temps que ça a pris pour nommer la juge Obama-Sawin en Ontario. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une nomination avant la fin de l'été. Mais s'il y en a une, mon Dieu, il y aura de quoi de se réjouir, mais c'est pas dans leurs habitudes d'être si rapide. Alors, il va falloir être patient, semble-t-il. Yves Boisvert, je rappelle que vous êtes chroniqueur à la presse, chroniqueur judiciaire. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci, Esther. Au revoir.